Vous avez lancé le direct? Oui, le live est en préparation. C'est bon. Je commence. Oui, allez-y. Chers enseignants, chers doctorants, chers étudiants, chers internautes, bonjour. Soyez les bienvenus à cette conférence à distance via les services Internet Zoom visioconférence organisée par l'association Aniclea. Aniclea, c'est l'association nationale des enseignants-chercheurs en langues étrangères en Algérie. Elle organise donc à l'attention de la communauté scientifique des webinaires autour de la thématique d'actualité qui partent d'un constat, d'un besoin, d'une attente émanant du terrain pour promouvoir le dialogue scientifique autour des langues en présence en Algérie, mais aussi pour accompagner au plan pédagogique les formateurs et les formés dans leur parcours d'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Ainsi, les objectifs de l'ANECLIA, les plus importants objectifs de l'ANECLIA, pour ne pas les citer tous, c'est d'abord le développement de la recherche scientifique dans le domaine des langues étrangères et l'accompagnement des enseignants, des doctorants, des masterants en langues étrangères pour des cycles de formation continue. Pour aujourd'hui, à travers cet espace virtuel, les organisateurs de ce webinaire et membres de l'association Aniclea veulent répondre à un besoin de terrain qui est la formation à distance. Cela est motivé, comme vous pouvez l'imaginer, par l'urgence consécutive à la pandémie liée à la COVID-19 d'une part, et d'autre part par l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie à promouvoir l'enseignement à distance. Pour répondre à cette injonction, les universités algériennes ont mis en place des plateformes de e-learning, une révolution numérique qui ouvre la porte à un mode d'enseignement-apprentissage en ligne accessible à tous les étudiants, quelle que soit leur position géographique. Face à cette réticence, l'attente d'un accompagnement exprimé de la part des praticiens, notamment en début de carrière, est largement partagée dans les milieux universitaires. Du côté des apprenants, les nouvelles pratiques d'apprentissage instaurées, c'est-à-dire l'apprentissage à distance, sont à l'origine de plusieurs questionnements, voire d'appréhension. C'est alors dans ce contexte problématique que l'insertion du numérique dans l'enseignement-apprentissage des langues oblige bien le théoricien, aussi bien le théoricien que le praticien, à reconsidérer les pratiques pédagogiques et à se demander dans quelle mesure cet outil pourrait être exploité par l'ensemble de la communauté universitaire. Au final, cette situation d'urgence à laquelle la pandémie du Covid nous a confrontés devient finalement une occasion de repenser le dispositif pédagogique dans son ensemble et de relever les défis de la formation à distance. C'est dans ce contexte particulier donc que nous avons le privilège d'accueillir notre conférencière, professeure Karima Eidhman, qui est docteur en sciences des langages à l'Université de Montpellier 3 et professeur des universités. Ses travaux portent essentiellement sur l'analyse des discours et l'enseignement des langues à l'ère du numérique. Le professeur Eidhman est aussi organisatrice de plusieurs colloques internationaux et fondatrice du LIRA-DDI, c'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en analyse du discours et didactique de l'intercommunalité à l'Université d'Alger. Elle a fait soutenir une vingtaine de thèses par ailleurs, donc de doctorat à travers le territoire national. Elle est également auteure de plusieurs articles et ouvrages. Pour aujourd'hui, donc, le professeur Eidhman va partager avec nous sa réflexion sur l'enseignement supérieur à distance, ses difficultés et ses défis. C'est l'intitulé de son intervention dans quelques secondes. Comme vous le savez, en ce temps de pandémie qui s'étire, la formation à distance connaît une évolution rapide et continue dans le monde, tant du point de vue des activités d'enseignement et d'apprentissage que des modalités de gestion et des politiques institutionnelles. La question est donc de savoir
comment former de nombreux enseignants compétents pour utiliser les plateformes en ligne et surtout comment faire face à une situation inédite à laquelle le corps enseignant n'est pas toujours préparé. Ce sont ces interrogations qui permettront de susciter des échanges autour de la question de la formation des enseignants numériques, des défis à surmonter et de leur accompagnement technopédagogique pour mettre en œuvre un dispositif de langue à distance. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Karim Aïd Ahmed. Je précise juste que notre intervenant disposera de 45 minutes de parole. J'en profite aussi pour appeler à tous ceux qui nous suivent à travers le monde qu'ils peuvent, via le chat, nous envoyer tout au long de l'intervention de notre conférencière les questions qu'ils souhaitent lui poser. Nous les lui transmettrons au fur et à mesure et il y répondra à la fin de son intervention. Je vous remercie donc. La parole est au professeur Fatima Aïd. Merci Karim, Saïd. Merci Saïd. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci à Dr Iman Wahib, présidente de l'ANEA, Association nationale des enseignants chercheurs en langue étrangère en Algérie, de m'avoir invité pour animer ce premier Zoom binaire. Avant de commencer, je dirais ceci, notre peine est immense devant le décès de notre jeune collègue Mohamed Amin Bouzerkata, membre fondateur de l'ANECLEA, qui était un être d'une conscience professionnelle et d'une intégrité remarquable. Les collègues de Blida 2 n'oublieront jamais son sourire et sa générosité, Allah yarhamou. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis et donne, à sa famille, à ses amis, le courage de surmonter cette immense perte. Mon intervention inaugure les webinaires de l'association avec une conférence intitulée Covid-19, enseignement à distance dans le supérieur. C'est un thème que je veux traiter avec des éléments de recherche, de mes recherches, puisque j'étais co-organisatrice de deux manifestations scientifiques, un colloque en 2018 avec Assi et Mengelet et qui a porté sur la formation initiale et la formation continue à l'université algérienne, quelle perspective à l'ère du plurilinguisme et du numérique. Et un deuxième colloque international intitulé Pédagogie universitaire, défis et enjeux pour une formation en langue étrangère à l'ère du numérique que j'ai co-organisé avec Dr Wahib, avec Safia Mourayash et Hafida Al-Baqi. Et c'est un colloque qui a eu lieu justement à Alger 2 dans le cadre des activités du laboratoire l'IRADI que je dirigeais. Alors, ce que je veux dire là, c'est qu'avant même l'apparition du Covid-19, on était consciente que l'université algérienne doit faire face à de nouvelles problématiques tout en répondant à des impératifs de formation formateurs, des étudiants, en tenant compte de l'évolution des pratiques d'apprentissage. C'est aussi un thème que je veux traiter avec mon expérience personnelle d'enseignante des universités. Je dis bien des universités parce que j'ai beaucoup travaillé à Alger, je travaille actuellement à Blida 2. En ce temps, justement, un peu spécial, très spécial, hein, de propagation du coronavirus, du confinement, qui risque malheureusement d'être prolongé. Je trouve que c'est important que l'association puisse s'adresser à la communauté universitaire
pour attirer l'attention sur l'efficacité de la transmission du savoir, sur la continuité pédagogique. La continuité pédagogique est devenue un slogan mondial. Il me semble que c'est un engagement à la fois et citoyen, hein, parce qu'on travaille tous pour l'intérêt de notre pays. Comme vous l'avez précisé, Saïd, dans votre... bon, là, j'essaie bien entendu de partager avec vous mon PowerPoint. Hein, vous l'avez, Saïd? Oui. Alors, donc... effectivement, comme vous l'avez bien précisé, Saïd, dans votre présentation, mon intervention traite des difficultés et des défis à relever pour un enseignement à distance, pour une actualisation des méthodes de travail qui sont en cette période de pandémie basées essentiellement sur Internet. On dit exceptionnelles, des mesures d'urgence exceptionnelles. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une phrase qui appartient à l'historien Michel Serres. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents, même si nous le sommes, mais intelligents et créatifs, car il s'agit d'établir l'équilibre entre le distanciel et le présentiel, hein, face to face. Avec le Covid-19, on est passé brutalement de l'enseignement présentiel à l'enseignement online à 100% et sans être préalablement préparé. La formation à distance s'est révélée à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité. Après, je vais vous donner des exemples des pays qui ont opté pour cette méthode. Donc, cette méthode s'est révélée une réponse, une opportunité pour garantir aux étudiants la continuité normale des cours, tout cycle et toute filière confondue, de l'enseignement plutôt confondu. On se rend compte de plus en plus de l'importance de l'enseignement distanciel comme solution pragmatique adoptée à l'échelle mondiale suite à la décision de suspendre les cours en présentiel. Bien, ce que je vais essayer de faire, c'est de tenter de répondre à deux questions. C'est de tenter, bien entendu, de répondre à deux questions qui se posent et s'imposent à nous. Je suis en train de... Voilà. Comment former de nombreux compétents pour utiliser les plateformes en ligne? Je vois ici le qualificatif compétent, car le sentiment de compétence s'apparente pour les technopédagogues au sentiment d'efficacité personnelle à utiliser un ordinateur, à utiliser les outils technologiques tels que PowerPoint, plateforme, Zoom, Skype, à intégrer le cours, à participer à des réunions virtuelles, à accompagner des étudiants dans l'encadrement des mémoires et des thèses. La deuxième question s'intéresse aux difficultés rencontrées, aux contraintes, comment faire face à une situation inédite à laquelle les enseignants ne sont pas toujours préparés. Les deux questions posées aujourd'hui permettront, je l'espère, de susciter une réflexion, de susciter des échanges autour de la question de formation des enseignants au numérique en tenant compte à la fois de la spécificité
spécificité du contexte, de la nécessité d'inventer des nouveaux modes d'échange en s'emparant des opportunités offertes par les évolutions technologiques. Il s'agit dans ce contexte de la pandémie de comprendre les nouveaux rôles des enseignants et des étudiants, de se former, formation digitale, hein, de se familiariser avec le numérique pour en faire un outil incontournable des pratiques pédagogiques des enseignants. J'aime bien cette phrase appartenant à... je ne suis pas sûre de l'auteur, mais je pense qu'elle appartient à Marcel Lebrun, quand il dit « Dis-moi comment tu conçois l'enseignement, je te dirai comment tes étudiants apprennent ». Alors, enseigner à distance, ça s'apprend. Ça s'apprend. Apprendre à l'ère du numérique, c'est informer, motiver, activer, agir, produire. Ces 5 facteurs peuvent être soutenus par des outils technologiques. Si on prend le contexte algérien, l'arrêt de cours en présentiel et le basculement online a entraîné des problèmes. Car la majorité des enseignants n'ont pas l'habitude de travailler en ligne. Ce travail à distance n'est pas toujours facile. Tout un dispositif pour assurer un enseignement distanciel massif. Je dis bien massif par rapport à l'effectif. Nous avons des effectifs très très importants des étudiants au niveau de nos universités. Donc, il faut prévoir des milliers de connexions en même temps. À cela s'ajoutent d'autres problèmes. Un enseignant connecté peut avoir affaire à des étudiants déconnectés, hein, et vice-versa. Nous avons aussi des problèmes de réseau, de coupure d'électricité dans certaines régions, problème de l'espace, hein, il faut avoir une chambre individuelle, je parle surtout de l'étudiant, hein, je parle de l'enseignant mais aussi de l'étudiant, il faut avoir une chambre individuelle pour travailler tranquillement. Parfois, les étudiants ne consultent pas les plateformes créées par les établissements universitaires. Nous avons aussi des documents, même si maintenant on peut utiliser Google Drive. Hein. Bref, l'enseignant fait face à une situation vraiment inédite, à des problèmes qu'il n'avait jamais connus auparavant. En discutant avec certains collègues de l'université algérienne sur la formation à distance, j'ai relevé principalement des difficultés concernant leur formation en numérique. Mais il faut préciser qu'il y a une grande hétérogénéité dans les pratiques des enseignants par rapport à l'usage de la maîtrise de l'outil informatique. Hein. Par exemple, les jeunes maîtrisent l'outil informatique mieux que les moins jeunes. Hein. Bon, alors, bon, je suis avec ma... Voilà. Sur le plan maintenant institutionnel, il y a un effort considérable qui a été fait par la tutelle pour permettre aux étudiants de recevoir des cours à domicile, leur éviter le placement et protéger leur santé et celle de leur santé et celle de leur famille. Le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place pour mettre les cours en ligne sous forme de PDF ou de vidéos enregistrées. Hein. La plateforme universitaire a permis et permet toujours de créer des liens à distance, d'assurer les cours à un plus grand nombre d'étudiants, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant
Pourquoi? Pour la simple et unique raison, il y a un problème d'assistance technique. Hein, il est important de proposer une formation, pardon, une formation dite digitale sur des aspects pédagogiques pertinents, afin de permettre à l'enseignant d'avoir des outils qui lui permettront d'animer des conférences et des forums de discussion en ligne. On ne le dira jamais assez. L'efficacité pédagogique massive à distance ne peut se faire sans formation. Et je vais y revenir. Maintenant, j'arrive coûte que coûte au coaching, accompagnement. Enseigner, c'est transmettre de l'information, motiver, gérer les interactions et accompagner l'apprentissage. La notion d'accompagnement est très importante. Elle peut prendre des formes variées. Rencontres, séances de travail technique, ateliers, accompagnement à la publication, animation des conférences. Il faut souligner que l'accompagnement de la transformation des pratiques enseignantes concerne pas seulement les enseignants, il y a les pédagogues, les politiciens, et donc il y a des aspects pédagogiques, on va dire politiques, administratifs, techniques, à prendre en considération. Donc, le travail d'accompagnement suppose coordination et collaboration de tous les acteurs pour assurer la continuité pédagogique. Hein. Trois principes d'accompagnement, trois principes guident ce travail. Réflexion sur les avantages de l'enseignement à distance. Définition des objectifs exprimés en termes de compétences digitales, cohérence dans les innovations à créer, hein, dans les activités et dans les innovations à créer. Étant donné qu'il y a une résistance au changement, il me semble important de citer les avantages, parce que bon, à chaque fois on dit non, on préfère l'enseignement traditionnel, effectivement, donc comme vous pouvez le constater, il y a toujours une résistance au changement, mais il faut juste attirer l'attention sur les avantages de l'enseignement à distance par rapport à l'autonomie de l'étudiant et le développement de la notion de responsabilité. Hein, parce qu'il va compter sur lui-même. Hein. La concision des cours par rapport à ceux qui sont assurés en classe. On va toujours à l'essentiel. Hein. La répétition dans le sens où les cours enregistrés, les cours filmés peuvent être vus et revu plusieurs fois, ce qui peut faciliter la compréhension et du coup, ce qui peut lutter contre l'oubli du contenu des cours. Et l'auto-évaluation, pourquoi je parle de l'auto-évaluation, l'étudiant peut connaître son niveau sans à chaque fois avoir la pression ou le jugement de la note. À l'échelle maintenant internationale, on parle de notre pays, mais on ne vit pas seul dans ce monde. À l'échelle internationale, la majorité des pays ont eu recours à l'enseignement à distance. Je cite rapidement quelques expériences à l'étranger. Vous avez les Tunisiens, nos voisins tunisiens ont adopté une politique permettant à tous les élèves et étudiants d'accéder à des cours télévisés et aux plateformes d'enseignement à distance à travers les réseaux de la téléphonie mobile.
Le Maroc a eu recours lui aussi à des cours télévisés toute la journée et a incité les enseignants à diffuser leurs cours en PDF ou en vidéo. En France, il y a 2 universités, Bordeaux et Rennes, dans le domaine de l'enseignement à distance. Et selon, en consultant un petit peu quelques sites, donc selon les dernières statistiques en relation avec le contexte de la pandémie, il y a plus de 30 000 enseignants qui ont effectivement été formés au numérique à travers des sites dédiés à cela gratuitement. Si maintenant on prend des universités prestigieuses aux USA, alors les USA, bien entendu, offrent des formations diplômantes à distance. En général, les pays anglo-saxons ont développé des plateformes dédiées à l'évaluation. Parce que le problème pose vraiment au niveau de l'enseignement à distance, c'est bien l'évaluation. Si on prend maintenant l'exemple de notre pays, la difficulté de la distance pour des filles, dans le sens de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. On a remarqué durant ce confinement un engagement professionnel de la part de l'institution, des enseignants qui ont malgré les obstacles, garantir la continuité pédagogique. Beaucoup d'étudiants ont pu accéder aux plateformes universitaires. Maintenant, est-ce que je ne sais pas, parce que là, il faut faire des enquêtes, mais ce qui est sûr et certain, ils ont pu télécharger des cours durant les premières semaines, les premiers mois du confinement. Alors, maintenant, nous avons la question de formation des enseignants compétents pour l'utilisation des plateformes en ligne reste posée. Autrement dit, il faut prévoir des programmes de formation pour développer des compétences. Alors, pour développer, j'ai dit, des compétences, des capacités qui agissent sur des contenus en fonction du contexte d'apprentissage. Le deuxième problème, quand le matériel, les moyens techniques et logistiques dans les établissements, des enseignants n'ont pas accès à Internet au débit nécessaire pour se brancher sur les différentes plateformes d'enseignement, de bilan, d'enregistrement de projets, etc. Ils rencontrent souvent des difficultés avec certaines pages, je dirais même avec certaines pages du ministère de l'enseignement supérieur, l'exemple, l'enregistrement des bilans de PAFU. Alors, le troisième problème concerne la mobilisation des étudiants par rapport à un live, à un direct, la gestion, on va dire, des grands groupes dans le cadre de l'enseignement à distance, de ce qu'on appelle l'interaction online. Donc, toute la question est de savoir comment les enseignants peuvent-ils contacter tous les étudiants, capter leur attention quand ils sont à distance, leur envoyer des documents, récupérer leurs travaux. La distance physique rend l'appréciation du niveau de compréhension de cours difficile et compliqué. Puisque le cours ne fait pas l'objet d'une réponse immédiate par l'étudiant. Il est difficile pour les enseignants
d'évaluer le niveau, le profil de compréhension. Il est difficile de dire si le cours est difficile, est-ce qu'il est facile, est-ce que les étudiants ont compris. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération. Et le quatrième problème concerne les inégalités sociales. Et je pense que dans pratiquement tous les pays, on parlait de ce problème, inégalité sociale. Certains étudiants n'ont pas d'ordinateur. Pour d'autres, ils ont seulement un simple téléphone portable que nos jeunes appellent hatba. Hein. Cela pose un problème des inégalités sociales en matière d'accessibilité au savoir. À cela s'ajoutent les problèmes techniques qui sont à prendre en considération. La plupart des enseignants ne sont pas en mesure de remédier à des problèmes techniques ou bien aux problèmes techniques qui peuvent survenir à tout moment. On n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Un autre point, le souci majeur de la formation à distance concerne les évaluations. En ligne, qui posent problème dans la mesure où elles sont faites en l'absence d'un surveillant. Dans la plupart des établissements universitaires algériens, il y a eu 2 semaines pour assurer les examens en présentiel. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une période d'accompagnement, quoi qu'on dise. L'option examen à distance est généralement écartée car elle est sujette à la tricherie. Alors, maintenant, on parle des problèmes, on parle aussi des défis, hein, des défis, c'est-à-dire comment faire face aux défis, comment accéder à une formation à distance, hein, qui s'est révélée du jour au lendemain la meilleure opportunité dans ce contexte de pandémie mondiale. Pour pouvoir justement par la suite, comme vous pouvez le constater, faire des suggestions afin de surmonter les problèmes et d'améliorer la compétence. Alors, il faut travailler sur des objectifs simples pour une meilleure gestion du groupe et du travail. Se doter des renseignements pour s'adapter au niveau de compréhension des étudiants, récompenser la présence physique de l'enseignant par des rappels réguliers et des liens afin de créer des liens et de mieux maintenir le contact avec les étudiants, faire un enseignement à distance en utilisant des vidéoconférences, des outils en ligne gratuits, Zoom ou autres, hein, permettent de mettre en place des vidéos ou des réunions en ligne en vidéo. Donc, Zoom propose une version gratuite de 40 minutes de réunion en ligne. Planifier à l'avance un moment question-réponse ou programmer un cours en direct dans lequel les étudiants peuvent immédiatement réagir au contenu. On peut aussi penser à la création des grilles pour évaluer les niveaux des étudiants. Je pense qu'il est important pour une communauté universitaire intelligente et créative, hein, de se lancer des défis, de formation et s'efforcer à actualiser le mode d'enseignement en valorisant la formation continue. Il convient de proposer ce qui est déjà proposé dans le cadre de l'enseignement traditionnel ou de l'enseignement, on va dire, de l'enseignement traditionnel ou de l'enseignement présentiel, hein,
Pour cela, il faut s'occuper des infrastructures et intervenir pour assurer une connexion Internet de haut débit, s'appuyer sur les fiches pédagogiques parce que l'écrit reste important, hein, je dirais même hyper important. Hein. Par rapport là aux offres de formation master, licence master, à mon avis, il faut revoir le contenu des canevas de formation dans le cadre de ces cycles. Hein. Il faut être pragmatique. Donc là, proposer peut-être une formation numérique aux étudiants. Il faut aussi insister sur l'éthique numérique en accompagnant les enseignants dans la protection de la propriété privée. Et quand je dis propriété privée, je pense aux cours, je pense à ce qu'on appelle des données personnelles, cours et logiciels. En même temps, il convient de répertorier l'ensemble des ressources et des formations accessibles ou proposées, on va dire, par le ministère de l'Enseignement. Mais cela n'empêche pas d'exploiter les différents canaux sur Google pour accéder aux ressources numériques et pour créer des liens avec dits environnement techno-pédagogique. Et justement, en parlant de l'environnement techno-pédagogique, là, il y a une suggestion hein, que je peux faire et qui est faite dans les grands établissements, c'est le recrutement des technopédagogues ou des techniciens de l'éducation hein, pour ce type de formation. Comme vous pouvez le constater, j'ai proposé ce que pourraient être les contraintes et les besoins d'un enseignement à distance pour développer les changements de conception et de finalité pédagogique. Cette phase préliminaire permet de retrouver l'équilibre entre le distanciel, entre le présentiel et le distanciel. Hein. Elle permet aussi d'établir certains constats en regard de ce qui se fait pédagogiquement dans les différents établissements, universitaires. Alors, la conclusion, quand vous lisez la conclusion, à un moment donné, j'ai mis la formation à distance est bénéfique dans les comptes scolaires et universitaires, pas seulement européens, mais à l'échelle internationale. Il existe de réels défis pour pouvoir l'appliquer dans le contexte algérien, dans le contexte africain, dans le contexte maghrébin. Hein. Il faut savoir tirer les leçons par rapport à la digitalisation de l'université hein, pour faire face aux défis du numériquisation. Je pense qu'un travail d'information et de formation au TIC demeure essentiel pour construire de nouvelles compétences pédagogiques liées au coaching, liées au travail de télécollaboration. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, Saïd, donc présentation. Très bien, donc je vous remercie, professeur Aïd Ahmed, de nous avoir le rôle, surtout le rôle des formateurs et des formants de Covid et pour relever le défi des contraintes liées à l'apprentissage à distance que vous appelez environnement, à juste titre, environnement technopédagogique. Je précise que la notion d'accompagnement est à prendre au sens large, puisque vous parlez d'accompagnement aussi politique, donc cela va au-delà de l'accompagnement pédagogique. Politique, accompagnement métier.
Voilà, parce que Voilà, voilà, oui, ça puisqu'on demande parle un budget. de moyens, voilà, donc qu'on appelle surtout à une large coordination et collaboration au niveau étatique. Soulever des obstacles très pertinents auxquels les établissements font face, justement, ce sont les problèmes liés au matériel. Donc, c'est le problème de moyens. Cela va de la simple prise de contact jusqu'à aux problèmes liés au transfert des données. Donc, pour cela, il faut disposer, comme vous l'avez dit, c'est pas qui dispose d'un ordinateur et d'une tête, justement, par exemple, de transférer des fichiers lumineux, par exemple des vidéos, etc. C'est pas la même chose quand on envoie un fichier Word de quelques kilos et une vidéo, par exemple, de plus, ça dépend. Et même sinon, parfois, il y en a ceux justement qui ont des micro-ordinateurs, mais malheureusement, ils ne leur est pas réservé exclusivement. Donc, parfois, ce sont des moyens familiaux qui sont dans l'obligation de monopoliser. Bien sûr, vous permettez de vous poser certaines questions qui nous sont arrivées. C'est surtout des questions de Madame Fatima Marawi, c'est Madame Farhani. Elle vous demande pourquoi les universités algériennes n'avaient-elles pas investi dans la formation à distance partielle, c'est-à-dire dans des dispositifs hybrides. Euh, Ça, c'est la question. Je vous poserai la question au fur et à mesure. euh, donc, pour la première question de notre ami Fatiha Marawi, n'est-ce pas? Je pense que l'université a investi dans le domaine de la formation à distance, parce que la formation a bel et bien existé avant même l'apparition du Covid-19, hein, mais elle n'a pas été généralisée. C'est-à-dire, on a voulu à chaque fois attirer l'attention de la tutelle sur la nécessité d'aller en formation continue en numérique, c'est-à-dire former les enseignants en numérique, mais concrètement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Hein. Mais on a vu, par exemple, au moment du Covid, il y a eu, on va dire, un intérêt pour l'enseignement à distance. Si on prend par exemple l'université de Blida 2 comme toutes les autres, les enseignants ont pu envoyer leurs documents PDF ou bien leurs cours enregistrés ou leurs papiers de cours validés par des instances scientifiques et qui ont été mis à la disposition d'un nombre d'étudiants. On a pu même assurer l'encadrement, hein, l'encadrement des étudiants à distance. Hein. C'est-à-dire, maintenant, il faut, c'est-à-dire juste après la pandémie, c'est bien entendu, comme je crois l'avoir déjà dit, à la digitalisation de l'université. Hein, de l'université, numérisation aussi de la bibliothèque, etc. Il y a tout un travail à faire dans ce domaine. Ouais. Une deuxième question, toujours de Madame Farhani. Il vous dit que les universités sont tenues de consacrer 1% de leur budget à la formation des personnels et que malheureusement les universités algériennes, est-ce qu'elles ont vraiment utilisé ce budget de formation pour développer l'enseignement à distance? Bon, là, il faut poser la question à la tutelle, hein, pas à Madame Naïdeman. Hein, mais ce que je peux dire, il y a eu, moi je me rappelle par exemple à Blida, il y a eu une demande qui a été faite, c'est-à-dire pour vérifier ou pour savoir
ou du moins pour demander est-ce que les enseignants ont besoin d'une formation et vu bien entendu le contexte, les gens n'ont pas répondu parce que bon, ils ne veulent pas se déplacer eh bien, pour cette formation. Hein. Mais je pense que bien entendu, à l'avenir, il y aura certainement des choses faites dans le domaine. Autre question, l'université a-t-elle développé la formation à distance à l'intention des enseignants? Est-ce qu'elle a fait la promotion de l'utilisation des TIC dans les activités d'enseignement et apprentissage? Bon, concrètement, pour pouvoir dire si l'université a développé ou non la formation à distance à l'intention des enseignants, il faudrait, me semble-t-il, faire des enquêtes auprès des différents acteurs du supérieur dans le but de vérifier l'utilisation effective hein, des TIC par les enseignants, de vérifier leur niveau de maîtrise envers les technologies, leurs besoins en matière d'équipement et de formation. Cela dit, il me semble intéressant de faire une enquête auprès des étudiants qui ont réellement suivi dans le contexte du Covid-19 pour savoir s'il y a véritablement de l'utilisation d'éthique dans les activités d'apprentissage ou un simple téléchargement des cours. Les résultats de ces enquêtes peuvent nous aider, peuvent éclairer la tutelle pour de nouvelles orientations en matière de formation à distance. Autre question. Quelles sont, à votre avis, les conditions de réussite de la formation à distance? Les conditions de réussite de la formation à distance. Je viens de les citer dans la France. Hein. La réussite d'une formation à distance est essentiellement liée à la motivation, au changement des mentalités par rapport à l'enseignement traditionnel, au présentiel, au comportement de l'étudiant, au comportement de l'enfant, la disponibilité de l'outil technique. Donc, il y a aussi les facilités aux outils informatiques et numériques. Donc, tous ces facteurs contribuent à la réussite d'une formation à distance. Voilà. Vous avez une question très intéressante de Janel Mohamed sur l'engagement justement de ces utilisateurs de l'enseignement à distance. Il vous demande est-ce que vous pensez justement que l'intérêt pour l'enseignement gardera la même cadence à la normale, c'est-à-dire après le passage de la pandémie? Et les enseignements. Vous savez, moi, si je prends par exemple l'expérience qui est faite en Tunisie ou même au Maroc, enseignement, ça peut résoudre un problème parce que nous avons aussi des jeunes qui travaillent. Hein. Bon, il n'y a pas seulement le contexte de la pandémie, hein, mais il faut bien entendu aller je ne sais pas, même si on parle de l'université, mais même, moi je pense par exemple à l'école, vous savez, maintenant, au lieu de faire on peut enregistrer des cours hein, et suivre. Bon, ça coûte moins cher pour les parents. Mais je pense que l'avenir est justement au télé-enseignement. Ça reste un avis. Hein. Voilà. Donc, il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience sur les
l'utilisation, ce n'est pas ce... Non, ce n'est pas un effet de panique, hein, à un moment donné, on a attiré l'attention sur la nécessité d'actualiser les méthodes d'enseignement en tenant compte du numérique. Ça n'a pas été fait. Maintenant, le contexte est autre et tout le monde s'est rendu compte de la nécessité d'utiliser des outils numériques dans les activités d'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Il y a d'autres questions de la part des internautes. Donc, une autre question que j'aimerais vous poser aussi. Quel défi pédagogique à relever dans ce type de formation? Vous pouvez en revenir en détail puisque vous les avez cités, les défis donc pédagogiques à relever. En fait, quand on parle des défis, bon, à un moment donné, on a parlé des défis techniques, hein? Mais il y a des défis pédagogiques et qui concernent l'autonomie de l'étudiant. L'autonomie de l'étudiant, là, il convient qu'il prenne conscience de son niveau réel. Hein? Donc, c'est à lui, bien entendu, d'essayer de résoudre les difficultés, hein? De faire des suggestions peut-être à l'enseignant. Donc, on parle de l'autonomie de l'étudiant. On parle aussi, dans le cadre de la pédagogie pédagogique explicite, c'est-à-dire il faut toujours faire des choix, contextualiser, tâches d'apprentissage en fonction des besoins et des objectifs. C'est la raison pour laquelle, dans le domaine pédagogique, on dit toujours il faut aller du simple au complexe. C'est important, bien entendu, de définir des objectifs simples et, bien entendu, de réaliser ces objectifs. Il y a aussi le défi d'un travail collaboratif parce que c'est-à-dire en étude de l'étudiant, hein, mais je pense ou peut-être même la solitude de l'enseignant, mais comme je crois l'avoir dit, dans un travail collaboratif, il y a enseignants, pédagogues, cellules de communication, spécialistes du média. Donc, il faut qu'il y ait un travail de coordination et de collaboration entre les différents acteurs. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va attendre peut-être qu'il y en a qui vont se manifester. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. On va les transmettre tout de suite en direct à Madame le professeur Aït Ahmed. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'association, notre association, on peut faire une enquête auprès des étudiants et des enseignants pour voir est-ce que cet enseignement à distance est fait juste pour assurer la continuité normale des cours, ou expérience bénéfique qu'il faut généraliser les années à venir. Voilà. Bon. Donc, vous avez, bon, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, c'est Faiza Dadesh. L'enseignement à distance est particulièrement intéressant pour la participation des enseignants de l'étranger, qu'ils soient algériens ou non. Donc, je remarque. Donc, l'enseignement à distance est particulièrement intéressant, participation des enseignants de l'étranger, qu'ils soient algériens ou non. Bon, participation, bon, c'est vrai que les pays européens ont développé l'enseignement à distance.
Hein, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on peut faire, je ne sais pas, appel à des étrangers pour ce genre de formation. Nous avons des compétences en Algérie. Donc, nous, ce qui manque en Algérie, c'est la formation des enseignants en numérique. Ce que j'ai appelé moi formation continue. Hein, mais ce n'est pas à chaque fois aller, sauf bien entendu s'il s'agit des experts, ça c'est autre chose. Bon, faire appel à des experts, oui, mais à des enseignants, bon. Mais on peut faire, c'est-à-dire au lieu de parler peut-être d'enseignants, à des techniciens de l'éducation. On peut faire appel à des techniciens de l'éducation. Voilà. Monsieur Brachmil vous demande quels sont les outils nécessaires pour réussir des opérations d'enseignement à distance. Je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Les outils nécessaires. L'outil, le premier outil, c'est avoir une connexion au débit, téléchargement des ressources, exploitation des canaux enfin, au niveau de Google. Donc, tous ces outils, bien entendu, contribuent à la réussite d'un enseignement à distance. Voilà. Mais encore une fois, mais pour moi, l'outil principal, c'est un ordinateur, une connexion au débit et motivation. Maîtriser l'outil aussi. Oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle on parle de formation numérique. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va clôturer. Il y a d'autres intervenants ou bien c'est... D'accord, question. En guise donc, je vous remercie en mon nom et au nom de tous les membres de l'association Laniclia, Madame professeure Aïd Ahmed, nous avoir éclairé à ce sujet de l'enseignement. J'aimerais juste ajouter qu'un autre webinaire de l'Aniclia est prévu pour jeudi. C'est ça? Jeudi, c'est Madame Farhani. Sur l'enseignement à distance en Algérie et perspective. Merci pour suivi et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ce sera l'après-midi à 14h comme d'habitude. Voilà. Juste un mot, Saïd, pour dire que notre association donne aux enseignants universitaires, pédagogues et didacticiens une opportunité pour la visibilité de leurs travaux, donc aussi, c'est-à-dire par rapport aux initiatives publiques favorisant la formation à distance en ligne. Donc, on est là en train de proposer des pistes de réflexion pour l'actualisation et la transformation des pratiques pédagogiques en fonction de la recherche internationale susceptible de proposer des solutions aux problèmes rencontrés de l'enseignement supérieur algérien. Merci à tous et bonne journée. Merci.